Madame, Monsieur, bonjour. Nous nous retrouvons autour des déclarations des dirigeants et autres personnalités. Et m'accompagne pour la relecture de ces propos mes confrères Adrien Moussou, bonjour à vous. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs, bonjour l'Afrique. Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous Jérôme Kassa, bonjour à toutes et à tous. Le tout premier extrait nous vient de la République de la RDC, c'est chez Tshisekedi, c'est lui-même qui nous offre le tout premier extrait. Il tire sur l'armée et les institutions de son pays. Il dit exactement ceci. On se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia. Ici, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, hein, on l'a vu. Regardez au Sénat récemment, c'est toute cette loi de l'Omerta, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence. Ici, point de silence, Moïse. Oui, vous savez que Tshisekedi a décidé de démanteler tout le réseau de Kabila et toutes les institutions comprenant les alliés de Kabila ne sont pas les bienvenus. Donc, il estime que pour mieux diriger ce pays-là, il faut nettoyer tout ce qui est Kabila. Donc, il est dans la même logique parce que cela l'empêche d'évoluer dans la situation. Donc, aujourd'hui, il constate que, bon, il faut dénoncer, après il faut nettoyer. Donc, il est dans sa logique de départ parce qu'au départ, il avait collaboré avec eux, mais il a fini par constater que c'est devenu un boulet à ses pieds. Il ne peut pas dérouler son programme de société. Donc, il a commencé par tuer les institutions installées par Kabila pour pouvoir désormais lui-même avoir la main. C'est ça, votre lecture Certainement, chacun va de sa stratégie parce que ne pouvez pas opérer en toute tranquillité avec toute la dextérité requise sans nettoyer les écuries de jazz, comme dit si bien Moïse. Maintenant, je crois savoir qu'il a pris toutes les dispositions, en cela que c'est un couteau à double tranchant quand même. Ah, ça peut coûter cher. Ah oui, ça pourrait. Allez prendre garde, parce que là, il faut y aller avec délicatesse. On parle de l'armée, c'est de l'armée qu'il est question. Moi, est-ce que les militaires en RDC n'ont pas parfois les mêmes réflexes que les militaires dans les autres pays africains? Donc, attention, lorsque l'on est effarouché et qu'on se dit appartenir à un clan, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos armées en Afrique, il y a également parfois des clans, parce que ce sont ces chefs d'État là qui arrivent à faire fédérer les choses au niveau de l'armée. Donc, il doit pouvoir faire beaucoup attention, à y prendre garde, il pourrait s'en mordre les doigts. Il dit qu'on gonfle les effectifs au sein de l'armée. Moïse. Oui, c'est de la corruption, parce que quand on veut acheter de l'équipement, il faut avoir un grand effectif. Mais il doit faire attention parce que à côté, il y a le Rwanda. Et vous savez qu'en RDC, il y a beaucoup de rébellions. Et si vous constatez bien, les gens s'appuient sur les Rwandais pour déstabiliser la RDC. Donc, en s'attaquant comme ça à l'armée, c'est qui pourrait susciter d'autres rébellions. Parce que c'est un pays qui est constitué comme un scandale géologique où tous les pays limitrophes viennent puiser dans le sous-sol. Et aujourd'hui, quand vous s'attaquer comme ça à l'armée, c'est que vous êtes en train d'ouvrir des postes de rébellion. Donc il faut qu'il fasse vraiment attention. C'est vrai que dans l'armée, c'est pas seulement chez lui, dans la plupart des pays africains, quand on veut équiper l'armée, on essaie de majorer l'effectif pour que ceux qui sont aux affaires puissent avoir leur part. Parce qu'au-delà des pourcentages qu'on n'arrive pas à partager avec tout le monde, celui qui dirige, il faut qu'il ait sa part. Aujourd'hui, il a constaté, mais je crois qu'il doit aller avec dextérité. Parce que s'il va à cette allure-là, je crois qu'on finira par le rectifier lui-même. Mais jour d'y aller fort, hein, Adrien. C'est risqué pire, comme qui dirait, en cela que la RDC a décrypté tout ce qui se passe, même son élection, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a polémique autour, en cela que justement, en cherchant à régler des comptes à Joseph Kabila, son prédécesseur, pour ne pas le nommer, il doit pouvoir savoir que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Bon, maintenant, n'a-t-il pas des conseillers qui, quand même, lui indiquent parfois les voies les plus idoines à suivre? Bon, toujours est-il qu'au niveau de l'armée, ce serait surprenant que certains officiers ne fassent bloc devant son prédécesseur ou ne montent au créneau pour désapprouver, surtout ceux-là qui peut-être seraient proches de la retraite, pour désapprouver. Et comme l'a si bien dit tout à l'heure Moïse, attention, je crains que par cette déclaration inaugurée des proches de résistance, qu'il ne suscite également d'autres rébellions, qu'il n'aille gonfler l'effectif des rébellions qui existent déjà pour lui compliquer l'existence. Encore qu'il n'arrive pas véritablement à cerner le pouvoir d'État. C'est maintenant qu'il prend ses marques visiblement.
mais il doit pouvoir peser le pour et le contre. Il dit que la mafia opère jusqu'à des niveaux élevés. Mais oui, c'est clair. Et vous ne pouvez pas être Kabila, avoir dirigé ce pays-là pendant tout ce temps et ne pas installer sa mafia. Kabila est parti, mais Kabila n'est pas parti. Et il lui sera très difficile de lutter contre la mafia parce que cette mafia-là rencontre toujours à Kabila. Mais il doit beaucoup faire attention parce que la dernière fois, la visite de Macron et qu'on appelle à Kagame a posé des problèmes. Et on a dit que la France s'appuie sur le Rwanda pour piller la RDC. La France s'appuie sur le Rwanda parce que le Rwanda n'a aucune richesse, mais le Rwanda, ça vient puiser dans le sous-sol. Donc il faut qu'il fasse beaucoup attention parce qu'il vient de prendre le pouvoir. Il n'a pas encore maîtrisé les manettes. Mais s'il va aller par la main forte, certainement qu'il a reçu une assurance du Rwanda parce que les Rwandais sont des spécialistes de la guerre et ils font partie de la rébellion qui entoure ce pays. Donc quand vous les attaquez comme ça vertement, c'est ce que vous avez pris toutes les dispositions parce qu'il n'est pas facile de déraciner une mafia qui a fait plus de 30 ans au pouvoir. Il faut qu'il aille doucement. Peut-être que, bon, c'est des pots de banane qu'on lui brise les pieds en lui donnant de fausses informations. Il faut qu'il prenne du recul pour se dire, si je dois lutter, il faut que j'ai la tête bien posée sur mes épaules. Il dit que la police est corrompue, l'armée également, la justice, mais cette même justice qui a condamné... Mais corruption... Son propre cabinet. Corruption, parlons-en. Tout est-il que lui-même, là, il risque de se faire attraper par une affaire Laquelle qui fait grand bruit. Des véhicules offerts après 500 députés, si je me trompe. Et là, désormais, ça fait jaser dans la République. Alors, pourquoi, au nom de quel principe? Il devrait se regarder d'abord, c'est ça? Justement, un médecin guéris-toi toi-même, dit-on. Mais au nom de quel principe républicain? Bon, on décide à Niro d'offrir 500 véhicules, je peux me tromper, aux députés. Les députés qui sont là pour faire leur travail. C'était un ils sont l'émanation du peuple, ils sont là pour travailler dans l'intérêt supérieur de la nation, et puis 500 comme ça, et puis... Non, en fait, il les a débauchés. Il les a débauchés. Et pour les maintenir, il faut essayer de corruption. Parce que c'était un système qui était bien huilé. Oui. Maintenant, si vous nous débauchez, c'est qu'il faudrait qu'on ait les mêmes avantages. Il le fait publiquement, là. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Vous savez, les gens avec qui les Katumbi, composent avec les Katumbi, on connaît l'histoire de Katumbi. C'est des gens qui ont pillé le pays. Donc, pour maintenir ce pays-là, il faut sortir de l'argent. Et la seule façon de le faire, c'est que je vous donne les moyens. Tu nous donnes les moyens. Chaque fois que telle loi arrive, on les vote tranquillement. Il n'a pas le choix. Maintenant, s'il pense que la corruption se trouve dans l'autre cas, mais lui-même, il va tomber par la corruption. Et comment Kamere, on a pu condamner Kamere? Mais oui. Si la justice est corrompue? Non, vous savez, c'est lui qui trouve que la justice est corrompue. Quand les décisions de la justice l'arrangent, la justice n'est plus corrompue. Mais quand ça dessert ses intérêts, ça pose problème. Je crois qu'il faut qu'il fasse un travail. Tout le monde sait qu'en RDC, depuis le décès de Mobutu, Kabila, on a installé. C'est pas facile, hein. Après 30 ans, c'est des gens qui se connaissent. Ils ont mis le tentacule partout. Et il n'a pas besoin de venir sur la place publique et étaler tout ça. Et ça, c'est un affront. Et ça peut lui coûter très cher. Il pouvait le dire peut-être au Parlement, mais quand il décide d'affronter les gens, c'est qu'il a certainement les raisons, certainement qu'il a reçu des assurances pour dire « vas-y, on t'accompagne ». Et il jure de finir ça avant la fin de son mandat. Et moi, je me demande s'il n'a pas mis le doigt dans un engrenage qu'il ne soupçonne pas. Parce que très bientôt, là, vous allez voir, c'est lui qui accuse la justice d'être corrompue. Et cette affaire-là risque de lui coûter cher également, cette affaire de véhicule-là qui désormais pose problème en RDC. Et on tue en silence. C'est tuer, c'est ce qui chaîne le plus, non, Moïse? Non, ça ne donne pas d'aujourd'hui. Tuer, c'est devenu banal. Oui, c'est le fait d'encourager les rébellions dans ce pays-là. On crée les rébellions à tout vent quand quelqu'un n'est pas d'accord. Parce qu'on alimente les rébellions à partir des ressources minières, minéralogiques du pays. Donc, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le pays se retrouve avec quelques forces armées, quelques rebelles, quelques Rwandais, et puis il crée sa rébellion, on tue. On a toujours tué des Congolais, mais personne n'a rien dit. Aujourd'hui, même s'il le dit, qu'est-ce qui peut arrêter? La seule façon d'arrêter les tueries, c'est de faire disparaître la rébellion. C'est de faire disparaître la rébellion, mais c'est la chose la plus difficile. Tant que ce pays-là sera riche, il y aura toujours des rébellions, parce que les rebelles, ils vont prendre leur part.
les Katoumi sont passés par la rébellion. Les Jean-Pierre Bemba sont passés par la rébellion. Donc, c'est un pays de spécialistes de rébellion. Donc, il lui sera difficile lui-même. Est-ce qu'il n'a pas bénéficié de la faveur des rebelles? Donc, il ne peut pas venir aujourd'hui pour dire d'un seul coup non. Son mandat, il va vers la fin de son mandat. Et il faut qu'il fasse attention. Rien ne lui dit qu'il aura un second mandat. Parce qu'on ne sait pas quel deal il avait fait avec Katoumi, avec Bemba. Donc, est-ce qu'il est sûr d'avoir un deuxième mandat? Si vous attaquez ouvertement comme ça à la police, à l'armée, aux opérateurs économiques, à la justice, mais qui va vous soutenir? Mais quand ça va mal, le chef tonne, non, Adrien? Oui, le chef doit pouvoir tonner, mais à bon escient. Là, comme nous l'avons dit, coup des risques sur le plan et politique, et même sur le plan de sa sécurité, sinon que les deux se tiennent là, visiblement. Et n'oubliez pas, nous sommes en RDC, n'oubliez pas ce qui est advenu à Kabila Père. Nous passons en Afrique du Sud, c'est pas loin de là, avec l'affaire Zuma. Jamais auparavant, l'autorité et la légitimité de cette cour n'a été sujette à autant d'attaques de la part de M. Zuma. Jamais la justice n'a été autant menacée. Nous n'avons pas d'autre choix que de le juger coupable. M. Zuma est coupable d'outrage à la justice. La juge de la Cour constitutionnelle a parlé, Adrien. Oui, tel en fait son lion se couche. M. Jacob Zuma ne peut que s'en prendre à lui-même parce que après Thabo Mbeki, l'opportunité lui a été offerte de diriger l'Afrique du Sud. J'ai mal pris, visiblement. Aujourd'hui, les affaires le rattrapent. Bon, à un moment donné, il a cru que c'est pour l'humilier, après l'avoir déstabilisé, bon, on l'envoie devant les juges. Maintenant que la Cour constitutionnelle s'en mêle, au point où, dans 5 jours, ou dans 4 jours désormais, ou dans 3 jours, il sera obligé de se constituer prisonnier, faute de quoi c'est la police qui ira le chercher. Vous aurez compris que les juges au niveau de la Cour constitutionnelle tiennent véritablement à régler les comptes. Donc Jacob Zuma n'a qu'à assumer tout simplement. Parce que si à un moment donné, il a été convaincu de ce que, bon, les choses ne sont pas passées aussi clairement qu'elles devaient l'être, et que maintenant, sonner l'heure de répondre, bon, c'est des subterfuges, c'est des atermoiements, tout ça ne veut pas répondre aux questions posées par les juges, aux convocations, aux rendez-vous, pour s'expliquer. Mais que voulez-vous, il n'y a plus autre issue que de finir en prison. Et visiblement, ça ne fait pas bon, ça ne fait pas bien. C'est là qu'il sera probablement le premier chef d'État sud-africain, après Nelson Mandela, Thabo Mbeki et autres, à aller goûter à la prison. Ce n'est pas gai, ce n'est pas fier. Et là également, ça va devoir créer des problèmes au sein de l'ANC, sa formation politique. Il faut dire que ce n'est pas pour la faute présumée qu'il est condamné là. C'est pour le mépris de l'institution. Ce qui m'étonne, la commission devant laquelle il a refusé de se présenter, mais c'est lui qui a créé la commission. C'est ça qui est bizarre. Ça veut dire qu'on fait du bon boulot dans ce pays. Non, il a créé la commission pour les autres. Maintenant, sont tous arrivés, il refuse de se présenter. C'est un monsieur qui est spécialiste des frasques. Il dit autant aller en prison que de se présenter devant cette commission. Il est revenu, c'est ça? C'est fini, c'est clair. On dit il n'a pas le choix. Il a 5 jours pour régler ça. Sinon, écoutez, il n'ira pas en prison pour les mêmes causes que les autres. Hein. Mais lui, on le connaît, il est coutumé des faits de corruption, on lui a reproché beaucoup de choses. Monsieur, allez vous expliquer devant la commission. C'est pas compliqué quand on ne se reproche rien. Encore que c'est vous-même qui avez placé les œuvres qui sont là. Ce qui veut dire que dans ce pays-là, les gens savent faire la différence. Quand je te nomme, je te mets à la tête d'une institution, ou dans une institution, tu oublies que je t'ai nommé et tu fais la mission pour laquelle je t'ai placé là. Et Zuma s'en est rendu compte. C'est pourquoi il refuse d'y aller. Parce qu'il sait que les gens ont toujours fait leur travail. Aujourd'hui, il refuse. Je crois qu'il faut lui appliquer la loi. Zuma, les Sud-Africains ont gardé une mauvaise image. Quand il était en train de tacler Thabo Mbeki, on avait dit qu'il finira de la même façon, et encore d'une façon plus grave. Aujourd'hui, il refuse. S'il refuse, on va le chercher. On va le mettre en prison. Et puis, c'est pas la peine de s'attaquer à la justice. C'est pourquoi je dis, chez nous, les présidents africains, quand la justice nous arrange, on lui jette les fleurs. Mais dès que nous sommes confrontés aux vraies réalités de la justice, on trouve que, bon, c'est un règlement de compte. C'est normal. Vous avez été en politique, vous avez fait du mal à des gens, vous les avez... Le pouvoir, ça change de camp. Et quand ça change de camp, on vous applique
les mêmes lois. C'est lui qui a instauré cette commission. C'est pas celui qui est là. C'est pas Ramaphosa qui l'a instauré. C'est lui, Zuma. Maintenant, on dit, va répondre de tes actes. Il refuse. Et ça se voit beaucoup plus en zone francophone, en zone anglophone. Oui, on est vraiment indépendant. On se fout du chef de l'État. La plupart du temps, c'est le constat qui a été fait. Vous rappelez-vous qu'au Kenya, une élection a été annulée. Oui, tranquillement. Vous croyez que sous des pays qu'en Afrique, quel est ce président d'institution qui a le toupet d'annuler des élections alors que tout était mis en place pour que le sortant gagne, l'emporte là? Ah non, on ne pourra pas dire cela. Vous comprenez bien, donc il faut avoir un peu quelque admiration pour cette Cour constitutionnelle sud-africaine, dans cela que, comme l'a dit Moïse, les uns les autres jouent leur partition. Maintenant que vous m'avez élu, je ne vous connais plus. Donc on applique le principe en fait. Donc il va falloir que notre institutions en Afrique essaie de regarder du côté de la République sud-africaine. Mais tout le monde est justiciable. Hein? Mais oui, Moïse. vous savez, Qui que vous soyez. Mais oui, c'est clair. Quand vous êtes au pouvoir, il faut faire les choses dans les normes. Parce que quand vous descendez, ça vous rattrape. Faire de corruption, ça vous rattrape. Il y a beaucoup de présidents. Si c'était en zone francophone, on aurait dit rapidement régler ça à coups de billets de banque, on aurait dit régler ça. Mais chez les Anglais, c'est pas ça. Parce que celui que les gens pensent à leur honneur, ils pensent à leur famille. Parce que quand vous êtes à la tête d'une institution, c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On vous avez appris ça en zone francophone, c'est ça? Non, les francophones, nous avons encore, on n'a pas coupé le cordon ombilical avec la mère patrie. Et les francophones, ils aiment trop l'argent. Et quand un président, dans les zones francophones, quand un président arrive et qui peut arroser tout le monde, on a parlé de Tshisekedi. Kabila était resté là, il a arrosé tout le monde de billets de banque. Aujourd'hui, cela crée des problèmes à Tshisekedi qui dénonce ça. Et pour régler ça, il lui offre aussi des véhicules aux députés pour la même chose. Donc, en zone anglophone, les gens ont étudié. Ils ont leur parchemin, ils ne craignent rien. Quand vous leur confiez des responsabilités qu'ils ont prêté serment, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'en pays anglophone, quand vous prêtez serment, c'est sérieux. C'est sérieux. La plupart, c'est sur la Bible. C'est sur la Bible. Et là, c'est que votre famille, on dit attention, ne va pas nous rendre là-bas. Donc Zuma, aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il a peur. Si dans 5 jours, il ne réagit pas, on va le déposer. Moi, ça le ferait plaisir. Mais son fils menace, il dit, vous devez passer sur mon corps pour aller chercher mon père. Oh, Adrien. Son fils ne vaut pas tripette, il ne pourra pas grand-chose. Tout comme beaucoup de membres de l'ANC. Non, aujourd'hui, en fait, ce qui fragilise davantage l'ex-président Jacob Zuma, au sein de l'ANC, ce n'est plus l'unité d'action de fond en comble. Il y a des divisions, en fait. Vous comprenez, il y a différents clans au niveau de l'ANC. Ce n'est plus ce parti politique qui a soutenu convenablement, je dirais, Nelson Mandela. Et bon, Thabo Mbeki, avec Thabo Mbeki, nous avons commencé par noter l'ère de quelques décadences. Et puis après, Jacob Zuma est venu et ça a commencé par se fissurer. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains qui ne partagent pas forcément les mêmes points de vue que le président Cyril Ramaphosa. En cela que justement, c'est vrai, Zuma a son clan, Ramaphosa a son clan, qui vous dit que Thabo Mbeki également qui a son clan. Ben, je ne pense pas que son fils ne prend pas grand-chose, tout simplement, vu le principe de l'honneur et de la dignité. Trop c'est trop, il faut que le président, l'ex-président Jacob Zuma aille répondre face à un monde honorable ou qu'il prenne la résolution de se constituer prisonnier. Comment expliquez-vous ce soutien soudain de quelques membres du parti? Non, vous savez, c'est quand il a participé d'abord à fragiliser ce parti-là. Il y a toujours des classiques. Il y a des gens qui ont bénéficié des avantages quand Zuma était au pouvoir et qui lui font allégeance. Mais son fils n'ira pas loin. Si il résiste, il va suivre son papa. Parce qu'il devait savoir, quand son papa était en train de se livrer aux actes de corruption, est-ce que lui a levé le doigt pour dire à son papa, arrête, parce qu'après le pouvoir, tu peux répondre de tes actes. Il n'a jamais dit ça. On n'a jamais vu dénoncer les mauvais comportements de son papa. Et pourquoi aujourd'hui, il estime que son papa n'a pas le droit d'aller répondre? Attention, si son papa ne veut pas aller en prison, qu'il se présente devant la commission, qu'il s'explique. Et s'il est coupable, il peut faire amende. C'est tout ce qu'on lui a demandé tout le temps? C'est tout. Pourquoi il ne veut pas? Mais c'est facile quand même de demander aux autres à leur répondre de vos actes devant la commission que j'ai instaurée. Maintenant, moi-même, je refuse. Suivez mon regard, ça va se passer ailleurs. Et nous passons chez notre ancien chef d'État, ancien président de la Mauritanie. C'est court chez lui, Adrien. On me fait payer le fait de vouloir exister en tant qu'homme politique.
Oui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Nolens Volens qui a dû laisser le pouvoir, croyant que son protégé, qui désormais assure à Nouakchott, fera le jeu. Mais une fois qu'on s'installe dans ce douillet, je ne dirais pas doux fauteuil, vous comprenez bien que déjà on pense à rempiler ou à une réélection. Et ça passe par là? Eh oui, parce que bien qu'ayant laissé le pouvoir, bien qu'ayant quitté le pouvoir, vous êtes sans savoir que déjà il a des velléités de revenir. Vous comprenez bien, il y a un break, certainement, et il a des velléités de revenir, mais l'autre l'ayant constaté, quand même, c'est de bonne guerre. Il prend bien les dispositions. Tout de suite. Et nous l'avons dit, lorsque certains sont aux affaires, ils font tout pour esquinter les rivaux. Ceux-là qui sont de potentiels rivaux, il faut tout faire pour leur trouver des dossiers, leur coller des choses, salir le casier judiciaire, les empêcher. Parce qu'à cette allure-là, ce n'est pas évident qu'ils s'en sortent à bon compte. Soit il y aura le procès pour corruption, détournement et blanchiment, etc., etc. Et puis, bon, quand le casier judiciaire sera sali à la prochaine élection présidentielle, ce n'est pas évident qu'il lève le doigt pour se porter candidat. Que fait-on de la présomption d'innocence? Non, on a parlé de vous, les chefs d'accusation, corruption, blanchiment, détournement, enrichissement, il y a dilapidation des biens de l'État. C'est vrai que c'est lui qui a préparé Guazani à le remplacer, mais l'autre est arrivé. L'État a besoin de moyens. Il se fait que les biens de l'État se retrouvent dans les poches de quelqu'un. Il faut que l'autre récupère parce qu'il a un deuxième mandat. Il faut qu'il frappe fort pour montrer à ses compatriotes qu'il peut faire le job, comme on dirait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président, pendant 10 ans, s'est trompé de poche. Il a pris les biens de l'État. Et l'autre a besoin, s'il arrive... Et vous l'affirmez là. C'est la justice qui doit le démontrer. Bon, pourquoi l'autre aussi est pressé? Voilà. Vous savez, c'est quoi? Nous sommes sur un terrain politique. Il faut accélérer le coup fatal à son adversaire pour qu'il ne se présente plus. Parce que lui, déjà, il est en train de nourrir des ambitions politiques. Et l'autre ne va pas permettre. Je suis au pouvoir, je ne te permettrai pas. Alors que tu viens de quitter à peine le pouvoir, tu rêves de revenir après moi. Donc, si je ne l'arrête pas, il ne pourrait pas des manœuvres sordides m'empêcher de faire un second mandat. Donc il faut lui asséner le coup fatal. Mais on peut poursuivre en liberté, non, Adrien? Oui, on peut poursuivre en liberté. Pas que déjà nous ayons l'impression que le président qui a poursuivi qui a meilleure partie, je dirais, avec la justice, bon, certainement qu'il y a des actes blâmables. Pour lesquels on lui demande de répondre. Mais, comme l'avons dit, en temps, il était en résidence surveillée. À ce que je sache, bon, l'affaire a pris une autre tournure, où il devait se présenter également devant les juges. Bon, maintenant, avec la vitesse de croisière, vous comprenez bien que l'autre s'entend peut-être des manœuvres pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Bon, vous savez bien, jusque-là, sur notre topic, il a dit que les procureurs et autres, ils doivent répondre. Ils ont devoir de compte rendu et de fidélité au ministre de la Justice. Fidélité. Mais il suffit que le président de la République fasse un coup de fil. Fasse un coup de fil, bien donne des instructions. Jusqu'à quand c'est? Mais le ministre de la Justice est obligé d'opérer. Et pour opérer, il a un bras armé. C'est le procureur de la République. Certainement que des consignes ont pris par là, accélérer la procédure. Non, mais ce qu'on lui reproche, oui, il devait se présenter 3 fois à la police. Justement, oui. Mais il a décidé de façon délibérée de ne plus y aller. Mais il n'empêche. Il rejoint Zouma. On dit, monsieur, 3 fois par semaine, oui, vous allez vous présenter à la police. Et en temps, il y allait à pied. Donc, il provoquait des mouvements pour troubler l'ordre public. Et après, il décide de ne plus y aller. Attends, on ne défie pas la justice. Quand vous étiez au pouvoir, lorsqu'il était président, est-ce qu'il accepterait qu'un simple citoyen défie la justice? Pourquoi je dis en tant qu'ancien président, il ne donne pas le bon exemple? Attention, on affronte, quelqu'un a dit, on n'attaque pas un chef d'État. On ne défie pas l'État. L'État est puissant. L'État peut même amener votre femme à vous abandonner. Maintenant, il a exercé le pouvoir d'État. Il sait ce que c'est de 2008 à 2019. Il a exercé le pouvoir d'État. Il a eu en main les manettes, comme l'a dit M. Amoussou. Il peut, d'un coup de fil, on donne l'ordre au procureur et puis il vous tape dessus tranquillement. Donc, après avoir connu tout ce rouage-là, il devait faire attention. Il devait faire attention. Pourquoi il veut défier? S'il y a un zélé qui se lève dans l'armée, qui lui tire une balle dans la tête, parce qu'est-ce qui va se passer?
C'est fini avec lui. Donc, je crois qu'il faut que, quand vous avez exercé le pouvoir d'État, il faut faire attention. Surtout quand on vous repose des choses, il faut pouvoir vous justifier, il faut pouvoir respecter les principes. Moi, je ne sais pas ce qui l'empêchait d'aller signer 3 fois par semaine auprès de la police et que, bon, on le suive. Ça veut dire qu'il a derrière la tête 2 intentions. Dès qu'il refuse, ça veut dire qu'il ne veut plus qu'on le contrôle, qu'on la signe en résistance. Mais on n'a pas fini son procès. Donc, s'il ne fait pas attention, ce qui est sûr, celui qui est au pouvoir ne lui permettra pas de l'empêcher de faire un second mandat. Parce que c'est comme ça. C'est une affaire personnelle, alors? Non, ce n'est pas une affaire personnelle, mais c'est la politique. C'est la politique sous la tropique. Une question de survie politique, je dirais. En cela que si lui, il loupe le coche, attention, sait-on jamais. Il va foncer. Si s'avérait que les partisans du chef de l'État, de l'ancien président de la République qui a des démêlés avec la justice sous le pouvoir, s'il s'avérait que c'est eux qui parvenaient à l'emporter, lui, là également, le couperet lui planerait sur la tête. Vous comprenez bien, nous l'avons dit. Malheureusement, sous notre pic, nous avons dit, les uns et les autres n'ont pas encore cette culture du droit à la différence. Vous comprenez bien, celui qui est fort aujourd'hui, il tient à des nuances près, il tient à imposer sa loi, il tient à dicter sa loi, et puis c'est ce que lui dit qui passe. Vous avez beau avoir raison, peut-être, on continuera toujours pour vous trouver quelque chose, entre guillemets. Mais Zuma a été poursuivi en liberté, on pourrait le faire en imprès, c'est pourquoi, Adrien? Tout à l'heure, vous nous avez donné l'exemple des pays anglophones, où il y a certains détails qui échappent à nous autres qui sommes sous les tropiques, pays francophones. Alors là, nous avons encore des leçons à apprendre. Vraiment, Moïse? Oui, on a des leçons à apprendre. Surtout que la première leçon qu'on doit apprendre, quand le peuple me fait confiance, le peuple me donne le pouvoir, je dois faire les choses dans les règles de l'art, parce que je suis appelé à quitter le pouvoir. L'histoire va me rattraper, c'est ce qui se passe. On dit dilapidation des biens de l'État, c'est ce qu'on a visiblement. On dit enrichissement illicite. C'est facile de savoir que vous êtes enrichi de façon illicite. Hein? On connaît votre salaire, on connaît vos avantages. On fait le ratio par rapport aux immeubles qui ont poussé comme des champions. On peut dire, celui-là, il a volé l'argent de l'État. Donc il faut qu'il réponde. Donc à chaque chef d'État de faire attention, parce que celui qui est là actuellement, ça pourrait arriver demain. Oui, c'est clair. Donc quand vous êtes au pouvoir, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Vous avez des avantages que vous confère la République. Contentez-vous-en, ne cherchez pas à tricher, parce que celui qui veut faire la politique, qui veut vous remplacer, il vous surveille, il surveille vos faits et gestes, et quand il vient, il dit, lui là, pour l'empêcher de faire désormais la politique, je ne vais prendre pas le bon bout. C'est comme ça. Ailleurs, on a créé 2 institutions pour suivre. Donc, dans les pays anglophones, ça ne se passe pas comme ça. Le gars finit de gérer son pouvoir, il devient un monument qu'on va consulter. Il ne dérange pas celui qui est au pouvoir. Mais chez les francophones, à peine a-t-on quitté le pouvoir qu'on veut déjà revenir. Ça veut dire qu'il y a des avantages qu'on n'a pas envie de laisser. Et celui qui est là aussi, il veut faire un deuxième mandat, il veut aussi bénéficier de ces avantages pour mettre sa famille à l'abri du besoin. C'est le minimum. Jusqu'à quand, Adrien? Pour le moment, je ne suis pas politicien. Nous devons poser cette question-là, vous et moi, aux hommes politiques. Bon, certainement qu'avec des revirements auxquels nous assistons sur le continent par rapport à certaines situations, parce que tout compte fait, l'une est immortelle. Si ces chefs-là pouvaient se le rappeler, alors il y aurait un peu de sagesse dans le temple. Tu sois un peu plus humble, c'est ça? Oui. Bien. Nous sommes au Niger, le Niger qui est condamné par la Cour de justice de la CEDEAO pour détention arbitraire et illégale. L'extrait, c'est ceci: les États ne peuvent plus continuer à invoquer l'ordre public, cette notion fourre-tout, pour empêcher les manifestations pacifiques de la société civile ou de l'opposition. Moïse. Enfin, je dis, bon, enfin, cette cour s'est réveillée, enfin, la CEDEAO va rassurer. Mais ce n'est pas seulement au Niger. Voilà, trouble à l'ordre public, c'est un fourre-tout, vraiment. Vous pouvez rester là avec des copains en train de crier au bord de la voie. On vient vous choquer, on dit trouble à l'ordre public, sans pouvoir donner un contenu à ce vocable-là. Je crois que cette décision de la CEDEAO doit pouvoir être vulgarisée dans tous les États membres de la CEDEAO. Parce que c'est le fallacieux prétexte qu'on l'utilise facilement pour mettre en prison dans les pays francophones ses adversaires politiques. Il suffit que quelqu'un sorte avec un porte-voix pour sensibiliser les citoyens sur ce qui se passe, on dit trouble à l'ordre public. Je crois que cette sanction-là, parce qu'on a 50 millions de francs CFA, et je crois qu'on est en train de leur mettre la pression pour que cela soit payé. Et je crois que la CEDEAO ne devait pas s'arrêter au Niger. La CEDEAO ne comprend pas que le Niger, dans d'autres États membres de la CEDEAO, ça se passe un peu partout. Donc il faut déjà qu'on montre aux chefs d'État africains. C'est un message fort
qu'on envoie au président de la République. Parce que quand on arrête quelqu'un, forcément, la première personne qui est intéressée, c'est le chef de l'État. Toutes les institutions, dans les pays francophones, toutes les institutions sont aux ordres, celui qui est au pouvoir. Si on veut vous arrêter pour l'ordre public, c'est un coup de fil qu'on passe à la police. Vous êtes debout avec vos amis, on vient vous chercher. 2 ou 3 personnes, on dit attroupement non autorisé, et puis on veut vous prendre, vous perturber l'ordre. Et quand on vous prend comme ça, ce n'est pas évident qu'on vous libère. Vous vous retrouvez à la justice. Alors que quelqu'un, il a fait de la prison gratuitement, il est sorti de la prison, il a saisi la justice pour qu'on lui rende justice, on lui a rendu justice, on est en train de mettre pression sur l'État nigérien pour rembourser les 50 millions. 50 millions, c'est pas de l'argent pour l'État, mais même si c'est symbolique, c'est que c'est un message fort que cette coup-là nous avons pour dire, je me suis enfin réveillé, désormais, je vais veiller au respect des droits des citoyens des pays membres de la CEDEAO. La même CEDEAO, Adrien? Oh, la fameuse CEDEAO, vivement que ce soit une première, là justement que nous avons souhaité que ce soit en amont, que les institutions, les structures de la CEDEAO et autres mécanismes soient mis en branle pour que nous n'assistions pas à ce genre de situation. Bon, on dira mieux vaut tard que jamais. Et comme l'a si bien dit Moïse, il n'y a pas que le Niger qui soit pays membre de la CEDEAO, mais nous qu'à regarder également ailleurs. Ça se passe ailleurs? Ah oui, oui, plus que ce qui est advenu là au Niger, et pour que cette condamnation advienne, ou ailleurs dans le pas des pays africains. Oui, mais c'est la justice là qui a rendu la décision. Quelle mesure de coercition a-t-elle maintenant pour faire appliquer? Parce que, quand on parle de la CEDEAO, à ce que je sache, l'organe suprême, n'est-ce pas, la rencontre au sommet des chefs d'État, c'est vrai qu'il y a une commission. Vous comprenez bien? Donc, est-ce que cela va s'appliquer? Nous attendons de voir. Toujours est-il qu'à l'occasion de nombreuses élections dans les pays membres de la CEDEAO, il y a des délégations qui viennent avant les élections. Les observateurs. Les observateurs. In fine, on vous dit que tout se passe bien, le processus sur son cours, qu'on a rencontré les différentes parties. On dit que ça s'est mal passé. On vous précise, on met en exergue le fait qu'on a reçu une délégation de l'opposition. Et puis, bon, ça s'arrête là. À la fin, lorsque c'est la violence qui a dit, on dit, bon, nous invitons les différentes parties à fumer le calme de la paix, au dialogue, et c'est fini. Au premier vol, c'est commissaire, c'est ma délégation qui est déjà partie. Vous comprenez bien? Donc, notre souhait est que, dorénavant, ce soit en amont, que ces institutions, ces structures, ces commissions de la CEDEAO et d'autres institutions, pas la CEDEAO seule, agissent pour que véritablement les choses soient restaurées à ce niveau. Le cours d'appel du Niger a donné raison à Moudoul. Oui, vous savez. Pas courant ça, hein? Ah, c'est ça. Donc, il faut que les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO fassent pression sur leurs collègues du Niger. Il faut que la décision soit appliquée. Ah, mais oui. Parce que la Cour a rendu sa décision, Adrien l'a rappelé, quelle force de cohésion, cette Cour-là, si ce n'est pas les chefs d'État qui doivent dire, hé, applique ça. Mais on dira à l'autre également. Ils ne le feront pas parce que ça peut se retourner contre eux. Ils ne le feront pas. Parce que, comme on dit, c'est la CEDEAO, on voit comment ils nous traitent. Ils nous traitent, ils s'en foutent. Les présidents vont se retrouver. Jamais. Vous voyez comment on a réglé le problème du Tchad par rapport au Mali. Là-bas, on a tué un président. On dit non, on ne sanctionne pas. Au Mali, on s'est vite dépêché de sanctionner. Ça veut dire qu'on fait deux poids, deux mesures. Et ce n'est pas bien. Parce que si on va installer des institutions, on va y mettre le bien public, le denier public, et que ces institutions ne peuvent pas accomplir la mission pour laquelle elles ont été installées, il vaut mieux les dissoudre. Parce que la Cour a tranché, la Cour fait la Cour à d'autres. Si les chefs d'État ne se retrouvent pas pour dire, bon, nous pour donner de la valeur à cette Cour-là, chers collègues, pardon, applique. Mais ils se disent, ah, attention, si ça applique, si ça venait chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pas demain la veille, c'est vrai que, bon, beaucoup m'ont dit, écoutez, ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça n'ira pas loin. Et c'est grave quand on dit ça. Quand on n'a plus confiance en une institution, il vaudrait mieux que cette institution-là disparaisse. Pourquoi se dépêche-t-on de mettre en prison par ici, Adrien? Le monsieur a fait 20 mois pour du vent, là. Oui, mais nous l'avons dit, lorsque vous êtes un élément gênant
pour ce... Mais de la société civile, le monsieur. Oui, mais il y a des membres de la société civile qui perturbent. Qui gèrent nos entourures. Ah oui, et dans certains pays, on a tout fait de prendre des dispositions et des lois pour leur faire abattre le caca. Ah, mais sinon, nous avons connu dans les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, des membres de société civile très très forts, très influents. Mais lorsque au Mali, les membres d'ICO, justement, quand ceux-là, oui, dans le brancard, ah oui, ça fait trembler ou trembloter parfois ceux qui sont aux affaires. Vous avez vu, bon, c'est ça en fait. Donc, même membres de la société civile, attention, certains sont redoutables. Il faut faire beaucoup attention. C'est ça, Moïse. Mais oui, fais-moi pour rien. Oui, voilà. C'est-à-dire que, bon, on a dit, bon, lui, c'est peut-être la tête forte. Comme ailleurs, dit, si on va étecter le mouvement, ça, il faut tuer le mouvement dans l'œuf. C'est ce qui se passe parce qu'au niveau de la société civile, il y a toujours des leaders. Vous avez vu au Mali, l'imam Diko, attention. Il a conduit. Vous avez vu Balai Citoyen au Burkina. Oui. C'est toujours la société civile. Oui. Il y en a marre au Sénégal. Attention, quand ça commence avec la société civile, on cherche l'élément moteur. Oui. Dès qu'on le met en prison, on a tué le mouvement. C'est comme ça. On vous met en prison pour des motifs qui n'existent même pas. On vous oublie là. Un beau jour, on se lève et dit, ah, Adrien, il est innocent, libérez-le. Bon. Au moins, on a tué le mouvement. Peut-être en période électorale, on a tué cette résistance-là. Et après, quand on sera bien assis au pouvoir et que maintenant on peut vous contrôler, on vous libère. C'est ça, ça se passe en zone francophone. C'est comme ça. Parce que quand on a le pouvoir, on se dit, j'ai eu le pouvoir, c'est pour écraser. Or, c'est pas ça. Malheureusement, on ne vous donne pas le pouvoir pour écraser, mais on vous donne le pouvoir pour rassembler, pour faire grandir. On doit décourager la détention préventive, non? Mais justement, apportant de l'eau au moulin de Moïse, vous avez vu à Dakar ce qui s'est passé récemment il y a quelques jours, où on a oublié de voter encore des lois pour restreindre les libertés. Vous avez vu? Parce qu'entre-temps, il y a eu le mouvement Sonko. Et on en a tenu compte. Justement. Et là, déjà, oui, puisqu'on a la majorité au Parlement, vous voyez, c'est ça, le Parlement, au fait. Les représentants du peuple, ils sont là pour qui? Pour le peuple ou bien pour une minorité? Pour quelqu'un? Ah, c'est ça. C'est là où le bas blesse, en fait, parce que, donc, on a vu l'élan, compris les Dakarois, lorsqu'il s'agit de l'affaire Sonko, maintenant pour les réduire, l'élan de ceux-là, pour les affaiblir, et puisqu'on a la majorité au Parlement, on a voté, il y a de là pour restreindre les libertés. Bon, nous attendons de voir les jours et semaines à venir si véritablement cette loi passera à Dakar. Un message pour l'actuel président du Niger, c'est ce que dit son avocat. Mais oui, c'est ce que je dis. Il faut le faire. Si le président, il aime tant son peuple, il faut qu'il le fasse. Mais qu'il faut que dans les pays francophones, on évite de mettre les gens en prison pour des peccadilles, c'est pas bien, parce que il y a dans la société, il y a des gens qui sont nés pour diriger, il y a des gens qui sont nés pour être dirigés. Et quand vous êtes né pour diriger, que le moment arrive, que vous le voulez, vous prenez les devants. Mais il faut que les hommes politiques, parce que je dis en Afrique, il faut encourager qu'il y ait des oppositions, il faut encourager pour qu'il y ait des décisions. Parce que quand vous êtes au pouvoir et qu'il n'y a pas un son de cloche différent de ce que vous promulguez vous-même, c'est que... C'est un malheur pour le pays. Vous n'évoluez pas. Et que quand vous obligez tout le monde à vous encenser et qu'il n'y a personne pour dire, que tout le monde dit il est beau, il est mieux, il danse bien, acceptez que quelqu'un se lève et vous dit, vous avez fait de faux pas de danse. Mais quand vous refusez, à la fin du mandat, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Destination prochaine, c'est le CAD, avec des bifis qui n'excluent pas la prolongation de la transition. Ali dit quoi? Il y a deux conditions pour que ce délai soit respecté. La première est que nous, Tchadiens, soyons capables de nous entendre pour avancer au rythme prévu. La seconde est que nos partenaires nous aident à financer le dialogue et les élections. Adrien. Il pose déjà les jalons. C'est lui, quoi. Il tout pose puissant. déjà les jalons parce que sous Boudorion, ici, au lendemain du passage en force pour placer la tête du Tchad, après disait son papa, que celui-là, il n'est pas arrivé. Il est venu pour rester. Il est venu pour rester. Et déjà, même il y a quelques heures, j'ai appris qu'on empêche même l'envoyé spécial de l'Union africaine. Parce qu'entre le temps, bon, c'est un Tchadien qui est à la tête de la commission de l'Union africaine. Bon, on a essayé de mélanger la chèvre et le chou. Mais puisque les Africains ont commencé par découvrir le jeu, en cela que tout à l'heure nous avons parlé du poids de mesure, bon, on tient un peu à recoller les morceaux, mais voilà que les autorités actuelles de N'Djamena disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de cette délégation de l'UE. Vous comprenez bien. Et récemment, dans Jeune Afrique,
lors d'une interview qu'il a accordée à nos confrères des jeunes africains, il a été clair, en fait. Je crois savoir que l'extrait, ça vient de là. Ça vient de là. Donc, allez-y comprendre quelque chose. C'est maintenant plus qu'à jamais qu'il faut que les partenaires techniques et financiers, l'UIA, prennent ses responsabilités et des décisions fortes du moins pour le décourager. Parce qu'il a été dit que, étant en période d'instabilité, de guerre, qui ne dit pas son nom, de menaces djihadistes, le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre, qui devait assurer l'intérim, a dit qu'il décline et qu'il faut que l'armée, et avions protesté en suggérant qu'il aurait fallu qu'on mette un militaire à la défense et un autre militaire au ministère de l'Intérieur, c'était qu'on tient à contrer les djihadistes. Et voilà, les uns et les autres se font découvrir. Donc c'est maintenant plus qu'à jamais qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Moïse, une intention derrière ou du réalisme? Non, il veut garder le pouvoir. 18 mois renouvelable, ça fait 3 ans. La transition peut durer 3 ans. Ça, c'est les militaires, ça. Ça, c'est les militaires. C'est leur propre? Mais oui, ils ne tiennent pas parole, c'est ça? Ils ne tiennent pas parole. Par quelques-uns. Oui, vous savez, il faut voir les conditions dans lesquelles on lui a confié le pouvoir. Les militaires vont se sucrer. Parce que si les Tchadiens doivent s'entendre, ce n'est pas l'extérieur. Si vous devez organiser des élections, ce n'est pas l'extérieur. Le Tchad a des ressources. Le Tchad a des ressources qui ont été pillées pendant longtemps par son père. Attention, le président tchadien est riche. La famille du président tchadien est riche, mais le Tchad est pauvre. Pourtant, le Tchad a des ressources. Pourquoi il ne veut pas utiliser les ressources issues de la vente des produits du sous-sol pour organiser les élections? Il attend que ce soit les PTF qui lui donnent de l'argent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus. Que fait-il de la souveraineté? Non, il ne veut pas partir. Ça, c'est des prétextes parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Il veut rester là, il va faire 3 ans. Et ils auront le temps, après 3 ans, quand ils vont amasser. Parce que le problème, c'est ça. Ils veulent se faire du beurre. Quand ils vont finir, on va dire, bon, on va faire les élections et c'est eux-mêmes qui vont revenir. Je crois que l'UA, moi, je ne fais pas confiance à l'UA. Pourquoi? Ça ne sent rien. Il n'y a rien à tirer là. Lui a jamais contraint un président à respecter les lois. Vous connaissez un président africain qui a accepté de suivre les directives de l'UA? Non, personne. Si nous-mêmes, en tant qu'Africains, nos institutions ne sont pas respectées, comment on va les foutre dehors? L'UA n'a jamais convaincu un chef d'État africain. Il y a eu des coups d'État partout, il y a des brimades, il y a non-respect des droits de l'homme. Vous n'avez jamais vu l'UA monter au créneau pour dire, Monsieur le Président, dans vos pays, vous arrêtez les gens à tout vent. Monsieur le Président, vous restreignez la liberté de presse. Vous avez vu l'UA jamais dit ça? Non, c'est pas possible. Ça, c'est de la comédie. C'est la comédie qui ne dit pas son nom. Moi, je ne vois pas l'UA s'imposer au Tchad. C'est pas possible. Et il veut tendre la main pour les élections. Il est dit déjà, là, Adrien. Oh, subterfuge, stratagème, mais prenez-le comme vous le voulez. À lui ne peut que dire ça. Mais, contrairement à d'autres pays, au Tchad, il y a également des têtes fêlées. Et là également, c'est vrai, il est militaire. On dit qu'il est général. Bon, moi, personnellement, j'étais tombé des nues à 37 à 38 ans. Il est général des généraux. Moi, on peut être caporal pour vous. Nous connaissons un peu le processus. Et puis général, tout le monde est général. Il est brillant, non? En Ouganda également. Vous le verrez tout à l'heure. Ça vient là, on est général. Oh là là, le général là désormais, et puis c'est comme ça. Général là, papa. Ah oui, on banalise. Non. Tout ça, c'est des subterfuges stratagèmes pour conserver le pouvoir. Mais attention, là-bas, encore au Tchad, il y a des membres de la société civile qui lèvent le petit doigt, qui lèvent la tête par moment, pour donner de la voix, pour briller dans le brancard. Et c'est-à-dire que ces militaires-là, la junte au pouvoir réussira à leur faire abattre le caquet à jamais. Nous attendons de voir. Oui, il dit, hein, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est monsieur. C'est Dieu aussi qui arrache le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu aussi qui arrache le pouvoir. Qui ne s'exclut pas lui-même, c'est ce qu'il veut dire. Non, vous savez, ce fils-là n'a pas choisi d'être président. On l'a mis là, comme un guignol, et d'autres vont gérer à sa place. C'est ce que vous voyez. Mais oui, c'est ça. Vous savez, est-ce que la France s'est prononcée sur le décès d'Idriss Déby? Je ne sais pas. On ne nous a jamais dit les conditions dans lesquelles il a été tué. On n'a jamais dit. On a juste appris que bon, son fils va le remplacer. C'est si facile comme ça.
il est là. Et puis bon, peut-être il va rester là pour assurer les arrières de son père, parce que le père n'avait pas prévu mourir de sitôt, donc il n'a pris aucune assurance. Aujourd'hui, le fils va rester là. Vous savez, on a dit qu'à son décès, on a vu des milliards chez son épouse, tout ça là aussi. Si vous laissez de sitôt quelqu'un d'autre prendre le pouvoir, on pourrait intenter un procès à la famille Déby. Donc aujourd'hui, il faut tout verrouiller d'abord avant de laisser le pouvoir. Malheureusement, lui-même ne sait pas si dans les jours à venir, on ne va pas le rectifier comme on a rectifié son père. Parce que quand vous dites ça, vous faites des mécontents. Et quand dans l'armée, il y a beaucoup de mécontents, c'est tout souvent dans le camp des généraux qu'on vous rectifie. Ah, général, vous en parlez si bien. Hein? Nous sommes en Ouganda et avec Museveni qui fait de son fils le numéro 2 de l'armée. Et avec cet extrait, c'est pour vous, Moïse. Je ne vois pas de problème avec cette nomination. Mozi Kainerugaba a l'expérience du commandement. Ce n'est pas seulement la famille Museveni qui fait des enfants intelligents. Les autres mamans ougandaises aussi font des enfants intelligents. Les autres mamans aussi ont des enfants dans l'armée qui sont peut-être plus compétents. Écoutez, il a su ses arrières. Il a su ses arrières. Vous savez, il est en train de faire 33 ans au pouvoir. Idriss Déby en a fait 30. Et puis après lui, c'est son fils. Il se dit, en cas de coup d'État, mon fils pourrait avoir l'avantage de me remplacer au pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il a su déjà parce qu'il sent que ça grogne. Et que quand ça grogne, ça peut mal finir. Donc, la position dans laquelle il installe son fils, c'est que le jour, parce que c'est déjà son dauphin. Et je vraiment. Oui, je dis à son dauphin. Vous le voyez comme ça. Oui, c'est clair. Il n'a pas mis l'enfant là pour venir vendre des cacahuètes. Attention, c'est pour assurer ses bons militaires. Oui, bon militaire, bien formé. Donc, quand je vais quitter le pouvoir, mon fils pourrait me remplacer. C'est malheureusement ce qui se passe dans les régimes militaires où on est là, et puis on meurt, on dit, attends, mon fils. Il s'est inspiré certainement de ce qui s'est passé au Tchad. Il dit, attention, il faut que je place mon fils. Justement. Au cas où ça arriverait, mon fils a su... Un dauphin en téléchargement, Adrien? C'est un dauphin. Laissez le téléchargement. En fait, Moïse m'a devancé. C'est le cas tchadien qu'on n'a pas pu dissuader. Oui, tout fait dans l'œuf. Parce qu'il fallait éviter de placer le fils Déby au pouvoir. Et ça a commencé par faire des émules. Parce qu'au fait, il y a certains chefs d'État, ils savent à leur fond intérieur qu'ils sont impopulaires. Le reste, ce qu'on voit là, où on organise des bains de fou, là, tout va. Mais non, eux-mêmes, nous l'avons dit, heureusement que Dieu a doté chacun d'une conscience. En cela que sur ce plateau, si nous venons à nous mentir, chacun, lorsqu'il sera retourné chez lui, ou bien sur la seule, se dira, oh, je leur ai menti. La conscience vous renvoie cela. Vous comprenez bien? Donc ce sachet impopulaire, et Moïse l'a si bien dit, ce qui est arrivé à Déby Père, qu'on croyait tout puissant, on me disait qu'il n'y a que lui pour compter les djihadistes, c'est lui qui canalisait tout. Mais du jour au lendemain, subitement, le voilà qui passe de Viatré par là. Ah, ça pourrait arriver. Les hypothèses, vous voyez, les gens échafaudés, il y a les hypothèses. Après, subitement, l'enfant qui était à une autre norme de l'armée, au niveau de l'armée de terre ou chef, on le bombarde maintenant comme chef suprême, quoi. Chef suprême, mais ça vient là en filigrane. De sorte que, bon, lorsqu'une situation comme celle du Tchad, adviendrait, on pourra facilement dire, allez, les officiers également. Il y a des officiers à voir comment est-ce qu'ils agissent de nos jours. Vous vous demandez si véritablement, au niveau de l'armée, où on vous dit que c'est la hiérarchie qui prime, où l'ancien c'est l'ancien, celui le plus gradé, le plus capé, c'est le plus capé, où cette norme-là, je ne veux pas croire qu'on soit en train de balayer cette norme-là, où on est là. Et on dit que oui, puisque l'autre est proche du chef de l'État, c'est qu'on doit positionner. Et celui-là, qui est habilité, normalement assumé, lui-même, il décline l'offre à dessein pour que ce soit l'enfant du président qu'on positionne. Vous comprenez bien? À qui le tour? Qui voyez-vous préparer sa succession comme ça, là? Il y en a plein, même pas, c'est pas seulement les militaires. Hein. Oui. C'est pas seulement les militaires. Vous avez vu au Togo comment les militaires ont aidé le fils du président à remplacer le père. C'est comme ça. Parce que les gens, quand vous n'avez jamais pensé devenir président de la République, quand le destin vous offre ce fauteuil-là sur un plateau d'or, vous dites, je vais tout manger, je vais manger avec les mains, le nez, la joue, les oreilles. Et quand vous sentez votre fin arriver, vous positionnez. Aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en des hommes de main. On dit, voilà. Mon fils, mon sang ne peut pas me trahir. Donc autant le mettre là. C'est aussi simple que ça. Et ça va arriver. Ça va arriver avec les civils. Parce que l'Afrique, il va falloir qu'il y ait
une grande révolution. Et ça se susurre également du côté de Yaoundé. Au Cameroun, déjà, le fils Biya commence à prendre aussi des initiatives. Il y a des vérités à décrypter également de ce côté-là, du côté du Cameroun. Eh oui, nous allons finir avec les pics de Gbagbo. Nous sommes en Côte d'Ivoire, Adrien. C'était pas sérieux. Il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant. Alors, on m'a mis là-bas. Alors qu'il n'y a rien. Je ne suis pas un criminel. Mais que vous êtes inspiré, c'est comme la conclusion, en fait, de tout ce dont nous avons débattu jusqu'à présent. L'image générale de la République. Seulement que pour Gbagbo, ce n'est plus à l'intérieur de la République de Côte d'Ivoire. On a géré son compte en envoyant à l'extérieur. En fait, c'est tout. Et puis là, à Abidjan, 10 années durant, avant un troisième mandat, on a pu quand même opérer tranquillement. En fait, c'est ça qu'il est question. Et à suivre Laurent Gbagbo ces jours-ci, surtout lorsqu'il était allé dans son village natal, non, Mama, est-ce que je me trompe? Alors là, il est en train d'afficher clairement ses intentions. Contrairement à ce que les princes régnants à Abidjan croyaient, en lui offrant la passerelle pour retourner au pays, en lui offrant certaines commodités, en lui garantissant certains avantages, ces choses-là pourraient le dissuader. Attention. Il est insensible, c'est ça? Il n'a pas encore désarmé pour autant sur le plan politique. Lorsqu'il dit qu'il est un soldat à la disposition de son parti, je ne saurais dire exactement, le citer exactement, pour le paraphraser. Alors là, allez-y, décryptez davantage son message. Gbagbo ne s'est pas tué longtemps. Non, vous savez, ce n'est pas n'importe qui affronte au fouet. Gbagbo, en son temps-là, était celui qui a affronté. A osé. Oui, il a osé un fouet. S'il a osé affronter au fouet, ce n'est pas Ouattara qui va empêcher, non. Il ne peut pas. C'est mal connaître Gbagbo que de dire, quand il est rentré avec tout ce qu'on lui a offert comme avantage, il va se taire. Il ne se taira pas. Gbagbo, on a écourté sa vie politique. Il va reprendre là où il est. Parce qu'il a derrière lui du monde. Gbagbo a derrière lui du monde. Et Gbagbo veut encore reprendre de la politique. Même si ce n'est pas pour être président de la Côte d'Ivoire, mais il va former des gens. Il va réveiller son parti. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai, ça répond en Afrique comment ça se passe. Quand on est au pouvoir, on a toutes les forces, on écrase tout le monde. Et c'est ça que Gbagbo dit. Quand vous dérangez un pouvoir, on vous met à l'abri, c'est-à-dire en prison. Mais lui, on l'a envoyé hors du pays parce qu'on ne pouvait pas garder Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est difficile. On aurait dû appeler la Côte d'Ivoire. Si on avait gardé Gbagbo en Côte d'Ivoire, on aurait dû appeler la Côte d'Ivoire. Mais pour avoir la paix, on dit, toi, tu vas là-bas, asile doré, il revient, on dit, on va te faire rappel de tout, que Gbagbo, devant l'argent... Il dit, Moïse, il ne faut pas vous amuser en croyant que je ne vais pas faire de la politique. Je fais de la politique toujours et je n'exclus rien. C'est clair. Donc, je vous ai dit, s'il a commencé, il a le courage d'affronter Gbagbo. Gbagbo, c'est un homme courageux. Il n'a pas encore digéré cette humiliation. Parce que si Sarkozy était encore au pouvoir, il aurait déjà envoyé des pics aussi à Sarkozy. Mais comme Sarkozy aussi, lui, il a même cette difficulté là-bas. Il prend son temps peut-être. Non, il va régler les comptes avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont pensé que Gbagbo était fini. Donc, Gbagbo, il aime la politique. Vous savez, il a formé beaucoup de personnes en politique. Les jeunes, surtout les étudiants, il les a formés. Et aujourd'hui, il veut montrer aux gens que lui va faire la politique. Il peut reconquérir le pouvoir. Depuis que Gbagbo, vous savez, quand il verra, on dit non, on n'a pas besoin de faire de tapage autour du retour de Gbagbo, mais on sent que le pouvoir en place est aujourd'hui frileux. Le pouvoir a peur. Ouattara, s'il voit son fauteuil qui dandine, il dit mais qu'est-ce que Gbagbo me réserve? Mais Gbagbo lui réserve beaucoup de surprises. Alors, Gbagbo, candidat, vous le voyez? Ne soyez pas surpris alors par rapport à cela, qu'on revise encore là, qu'on soit obligé à Abidjan de réviser la Constitution. Et pourquoi? Ah oui, parce qu'en temps on avait sauté le verrou d'âge. Gbagbo a 16 ans pratiquement. Peut-être qu'on pourrait être amené à réviser pour ramener à 75 ans. Mais c'est comme ça se joue en Afrique. Du coup, on met tout le monde dehors. Oui, parce que nos parlements... Nos parlements. Mais c'est ça la question. Justement, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait forcer un troisième mandat avec tout ce qu'il y a eu, comme dégâts collatéraux, vous avez vu. Et c'est passé. Maintenant, puisque Gbagbo constitue une menace, pour parer à toute éventualité, ne soyez pas surpris qu'on révise encore la Constitution. Ne serait-ce que par rapport à l'âge requis pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Ne soyez pas surpris alors qu'on ramène à 70 ans, pour que, en ramenant à 75 ans juste, vous n'allez pas conclure que c'est à cause de Gbagbo.
mais on pourrait ramener à 70 ans. C'est comme ça que ça se joue, le destin des pays africains. En cela que si nos parlements devraient jouer convenablement et conséquemment leur rôle, il n'y a pas ce chef d'État en Afrique qui pouvait se permettre tout par rapport au pouvoir. À quand la rencontre des deux hommes, Moïse? Je ne sais pas si Ouattara est prêt à rencontrer Gbagbo, parce que Gbagbo n'a pas encore dirigé. Gbagbo n'est pas d'accord parce qu'on lui a fait porter le chapeau de ce qui s'est passé. Et quand vous regardez un peu les proches de Gbagbo, vous dire mais c'est pas nous qui avons alimenté le réseau des chasseurs d'oiseaux. Il faut que ça. Donc Gbagbo n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore digéré cette humiliation, cette punition, parce que on a disloqué sa propre famille, on a disloqué sa famille politique. Il n'est pas encore prêt. Même si Gbagbo est prêt à rencontrer Ouattara, je ne suis pas sûr que Ouattara. Oui, puis un semblant de rencontre. Un semblant de rencontre pour contenter la communauté internationale. On va se rencontrer et dès qu'on sort de cette rencontre-là, on s'envoie des pics. Malheureusement, ils sont des ennemis désormais, c'est ça? Mais oui, en politique, ils sont des ennemis. Bon, les hommes politiques, ils sont des ennemis politiques, mais l'ami peut se passer des coups de fil. Bon, ce n'est pas interdit. Mais je dis, comme Adrien l'a rappelé, on peut utiliser le Parlement pour le bloquer. Et c'est ce que Tshisekedi fait là-bas chez lui en offrant des véhicules aux députés. Et ça se fait dans la pays. Un mouvement continental finalement. Mais oui, c'est une contamination. Quand on a la majorité du Parlement, on dit bon, ce garçon-là, il a des vérités, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Quelqu'un d'éclairer, écrit une loi et puis ça passe. Voilà, on dit bon, désormais pour être président en Côte d'Ivoire, il faut avoir 110 ans. Révolu, après, au-delà de 110 ans, on n'en est pas loin. C'est fini. Vous avez vu cette affaire d'ivoirité, comment ça a commencé? Justement. C'est comme ça qu'on a voulu écarter quelqu'un et s'entraîner la guerre. Donc, les hommes politiques, parfois, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils parlent du pouvoir de l'instant, les intérêts de l'instant. Qu'adviendra-t-il demain? On s'en fout. Eh oui, je vous dis merci. C'est déjà la fin de ce numéro. Merci à vous, Moïse. Merci à Adrien. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.
If they want to get you, they'll get you.